Mesdames, Messieurs, avant d'ouvrir officiellement la séance, je vais rapidement revenir sur l'actualité de ces dernières semaines, depuis notre dernier conseil d'agglomération. Nous avons lancé officiellement notre PIOM, notre parc industriel en Méditerranée, le vendredi 24 septembre dernier, avec Yvon Morel, notre premier vice-président au développement économique. Eh bien, nous avons remis symboliquement les clés aux premières sociétés qui ont pris place sur ce PIOM, c'est-à-dire la société MG Développement et Zimmer Biomet. J'ai reçu récemment la nouvelle directrice générale de Zimmer, qui est en train de prendre place dans les locaux qui lui ont été dévolus, magnifiques locaux s'il en est, et par la suite, eh bien, les entreprises, au fur et à mesure, vont s'installer sur ce site. Le vendredi 24 septembre, même jour, c'était en soirée, c'était l'inauguration des nouvelles grisettes à Pérols. Ces nouvelles grisettes que nous avons accueillies pendant plusieurs mois, ce sont des couturières montpelliéraines qui se sont organisées pendant le confinement pour réaliser des masques et qui depuis se sont développées. La région leur a octroyé les locaux qu'elle occupe à côté, en face au champ, pour y créer un tiers-lieu où sont présentés les jeunes créateurs d'Occitanie. Mardi 5 octobre, Yvon Morel nous a représenté au forum du financement organisé par la Chambre de commerce de l'Hérault. Le jeudi 7 octobre, notre collègue Christian Jean-Jean représentait l'agglomération au comité de suivi de Maïra à la métropole à Montpellier. Le jeudi 7 octobre, Yvon Morel était présent à la remise du prix TPE organisé par la Chambre de commerce de l'Hérault, qui a été remporté par l'instant fromage, fromager de Moglio, que les bourriers connaissent bien, mais au-delà de Moglio, puisque c'est un excellent fromager. Le mardi 12 octobre, il y avait le forum du bâtiment organisé par le PLI, où Yvon Morel nous représentait. Le mercredi 20 octobre, Alain Hugues représentait l'agglomération aux assemblées générales extraordinaires de la CUNA à Moglio. Le vendredi 22 octobre, Alain Hugues nous représentait également à une visioconférence avec la préfecture sur les modalités de mise en place du fonds de solidarité GEL 2021. Une délibération, on parlera tout à l'heure notamment. Le mercredi 27 octobre, eh bien, notre vice-présidente Sophie Campagne était présente à la remise du prix régional TPE à Béziers, au parc des expositions. Et eh bien, c'est l'instant fromage à nouveau qui a été récompensé pour ce prix régional. Il y a eu le prix local, il y a eu le prix régional, n'est-ce pas? Donc on pourra aller manger un peu plus encore du fromage, un instant fromage à Moglio. Ce matin était organisé ici même un premier petit déjeuner ayant pour objet notre organisation, les échos, échanges créateurs d'opportunités, où 23 entreprises étaient présentes. Voilà, mes chers collègues, cette actualité des dernières semaines sur notre territoire, sachant qu'aussi, entre-temps, le président Christian Pujol a été réélu avec son équipe comme président de la Chambre des métiers, que vous le savez, actuellement se déroulent aussi les élections à la Chambre de commerce de l'Hérault, mais le suspense est très important puisqu'il n'y a qu'une seule liste en présence, celle du président sortant, André Deljari, qu'on peut d'ores et déjà féliciter pour sa réélection. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre jeune vice-président Anthony Melin. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, je demande à notre vice-président de procéder à l'appel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, Anthony Melin, présent. Navarro Laurence. Rossignol Stéphane. Présent. Genin Vigneault Joël. Bonnefou Brice. Pouvoir Stéphane Rossignol. Berger Isabelle. Ré Bernard. Présent. Marguerite Sonia. Frappa Jean-Paul. Présent. Caudal Sophie. Huot Jean-Paul. Présent. Carlier Michel. Présent. Bouisseret Monique. Valette Didier. Présent. Bourrel Yvon. Pouvoir Sophie Campagne. Campagne Sophie. Denat France. Présent. Favier Caroline.
Tricoire Laurent, Présent. Gély Laurence, Pradeil Laurent, Moulin Trafort Patricia, Capelletti Laurent, Levaux Marie, Sauté André, Eglem Sophie, Balsamo Dominique, Bourguet Daniel, Pouvoir Bertrand Coisne, Pelletier Marianne, Coin Bertrand, Parmentier Gilles, Clément Philippe, absent, je pense qu'il doit être en route. Il va arriver, oui, il m'envoie un texto qu'il est sur la route. Prudhomme Magny, Pouvoir à Michel Roux, Roux Michel, Présent. Jean-Jean Christian, Bonafous Anne, Gomez Jean-Louis, Martel Canac Sylvie, Réverbel Guy, Présent. Arnold Sandrine, Pouvoir à Anne Bonafous, Hugues Alain, Thomas Florence, Fandos Georges, Pouvoir à Alain Hugues, Pécou Martine, Bouscarin Jean-Louis, Dubois-Lambert Sandrine, Pouvoir à Jean-Louis Bouscarin. Très bien, le quorum étant largement atteint, nous pouvons donc délibérer. Je vous demande d'excuser Madame la trésorière principale qui n'a pu être présente ce soir. Je voudrais vous présenter aussi Margot Fugier, ici présente. Levez-vous Margot, qui vient depuis le 1er octobre à intégrer le cabinet, le service communication qui a remplacé donc Romain Dimot. Margot nous arrive de Roissy, de l'agglomération de Roissy, mais elle a quelques attaches dans notre région, donc bienvenue encore à Margot. Merci. Vous avez reçu le relevé des décisions que j'ai été amené à prendre, y compris le bureau, donc je vous invite à en prendre connaissance. Et puis là-dessus des observations. S'il n'y en a pas, non, je demande un premier acte. Vous avez reçu également le procès verbal de la séance du 23 septembre dernier. Je n'ai pas reçu d'observation écrite. Y a-t-il des observations orales? Si on n'a pas, je vais vous demander d'adopter. Donc le vote est ouvert pour l'adoption du procès verbal. Il y a encore 2 personnes qui n'ont pas voté. Plus qu'une. Bon, voilà. Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. L'ordre du jour de notre séance comporte 19 points et nous allons commencer par la première commission, c'est celle des déchets valorisation, avec un premier rapport, c'est le rapport annuel sur l'année 2020 du syndicat mixte Anthropique et étant le SPEP, rapporteur, notre vice-président Michel Carlier. Merci Monsieur le Président. Le syndicat mixte Anthropique et étant a présenté son rapport annuel au cours du comité syndical du 1er octobre 2021. Comme chaque année, l'agglomération doit prendre acte de ce rapport. Je souhaite apporter quelques éléments de synthèse à l'Assemblée. Le territoire du SMEP est composé de 6 intercommunalités regroupant 89 communes pour 265 541 habitants. Sur les déchets traités, la quantité totale est en nette diminution, moins 6,3% par rapport à 2019 avec 190 821 tonnes traitées. Cette baisse touche les ordures ménagères, moins 2,5%, mais surtout les flux collectés en déchetterie, moins 10,1%. Grâce à la simplification du tri, le flux recyclable est en augmentation de 4,7% pour les emballages et papiers et plus 2,8% pour le verre. Sur la valorisation, 99,2% des déchets sont valorisés localement. L'usine d'incinération Créal a traité 121 656 tonnes de déchets en 2020, soit plus 0,07% par rapport à 2019. En 2020, le coût d'incinération s'élève à 57,26 € TTC la tonne. Les principaux événements de 2020 ont concerné le renouvellement de la gouvernance du syndicat, la poursuite de la simplification du geste de tri pour 4 des intercommunalités et la mise en place d'une étude globale sur la question des biodéchets. Le conseil d'agglomération est invité à prendre acte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets du syndicat mixte Anthropique et Étal. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire.
Merci, Monsieur le Vice-président. D'observation. Ça n'a pas, je vous demande donc de prendre acte de ce rapport. Donc, il n'y a pas de vote à effectuer. Monsieur Toine. Excusez-moi. Oui, j'ai des questions en fait. On parle de la prorogation du renouvellement du contrat de DSP, qui semble avoir pris du retard à cause de effectivement le Covid. Où est-ce que ça en est là-dessus dans justement les arbitrages qu'il doit y avoir je vois dans le rapport qu'il y a des discussions sur les orientations à donner dans les objectifs à atteindre par le futur délégataire. La procédure doit s'enclencher, donc je veux savoir un petit peu où s'en était sur ce scénario qui est envisagé, là, à brève échéance, puisqu'on l'a prolongé, je crois, encore une fois jusqu'en juin 2022, sans doute. Et donc, à partir de là, d'ici là, est-ce que le programme sur lequel il y aura une consultation, soit pour des délégataires, soit pour transiger sur une régie, est-ce qu'il y a encore des débats là-dessus Merci. Oui, nous avons des débats. Il y a une prochaine réunion qui est prévue, je crois, la semaine prochaine, si je ne me trompe, pour avancer, évidemment, pour l'établissement de cette DSP et pouvoir proposer quelque chose d'important, surtout sur la réduction des déchets à incinérer. Mais, comme il y a 89 communes, évidemment, il va y avoir des discussions qui seront très importantes. Et donc, au fur et à mesure de l'année 2021, fin 2021, pour pouvoir lancer, évidemment, l'étude complète sur tout le dossier. Merci. Deuxième question, ça sera la dernière. Oui. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir quand même l'économie du délégataire? On crée donc les titulaires du DSP pour exploiter l'incinérateur. Il touche effectivement des participations du syndicat. Il a des recettes vraisemblables de vente d'électricité. Est-ce qu'on a accès, il est possible d'avoir accès, ne fût-ce qu'un bilan d'exploitation de ce délégataire? Alors, je pense que vous avez certains chiffres dans le rapport annuel 2020. Eh bien non, je ne les ai pas trouvés, sauf erreur. Vous n'avez pas trouvé? Par exemple, le prix de vente d'électricité, l'affectation du Forcadier, oui, mais... Bonsoir, je vais répondre à votre question. Je suis Christelle Fourcadier, la directrice du syndicat de traitement. Le rapport annuel du délégataire a été présenté en comité syndical le 1er octobre dernier. Donc c'est une pièce publique qui est disponible sur le site internet du syndicat. Donc vous avez le rapport d'exploitation, le rapport technique et le rapport financier. Donc je pense que vous y trouverez des réponses à vos questions. Je vous en prie. Voilà, Monsieur Coine. Bien, écoutez, donc je vous demande de prendre acte de ce rapport. Donc là-dessus, Gabriel, on n'a pas besoin de voter. De prendre acte. Rapport suivant, il s'agit des calamités agricoles qui ont touché notre territoire, et en particulier l'épisode de gel du 7 avril dernier. Rapporteur, notre vice-président Alain Hugues. Merci, Monsieur le Président. En avril 2021, le Pays de l'Or, comme le reste du département, a été touché par une vague de froid sans précédent. Concernant l'arboriculture, 11 exploitations seraient concernées pour 275 hectares de vergers sinistrés sur 320 hectares exploités. Pour la viticulture, 5 caves particulières et 4 caves coopératives seraient concernées pour 470 hectares de vignes sinistrées. En juin dernier, l'agglomération avait acté le principe d'une participation financière au Fonds de solidarité départementale. À l'échelle des intercommunalités, des aides additionnelles peuvent permettre d'abonder un nouveau fonds. Pardon. Compte tenu de l'impact sur le territoire, il est proposé au conseil d'agglomération de verser une contribution d'1 euro par habitant, arrondi à 50 000 euros. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le versement d'une contribution d'un montant de 50 000 euros, d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire.
Voilà, merci. Donc c'est une opération de solidarité. Oui, voilà, je demande à Marie Levaux, qui est vice-présidente de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, de se déporter pour le vote qui va intervenir. Donc voilà, c'est la commission en a débattu, le bureau aussi, hein, de cette aide qui doit être apportée à nos agriculteurs fortement touchés par ce gel qui a fait beaucoup de dégâts. Voilà, je propose donc de passer au vote pour cette délibération. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc voilà, c'est à l'unanimité. Moi, un vote contre. Je vous remercie. Nous passons à la commission espace naturel avec un rapport. Ça concerne la convention de vente d'eau usée traitée dans le cadre de la réutilisation des eaux usées sur la Grande Motte. Rapporteur, notre vice-président, Christian Jean-Jean. Merci, Monsieur le Président. Depuis plusieurs années, l'agglomération s'est engagée dans une démarche globale de réutilisation de ces eaux usées traitées. Un projet concerne la réutilisation sur l'arrosage du golfe communal de la Grande Motte. Les études de conception de ce projet innovant ont été menées en partenariat avec la commune. L'autorisation préfectorale a été obtenue au cours du premier semestre 2019. Le projet nécessite la réalisation de travaux d'adaptation de la station d'épuration et du système d'arrosage pour un montant de plus de 4 millions d'euros. La mise en service des ouvrages est prévue pour le printemps 2023. Le projet de convention formalise avec la commune de la Grande Motte les modalités de fourniture de l'eau usée traitée. Le coût de revient de l'eau usée traitée est refoulé jusqu'au golfe, s'établit ainsi à 0,37 € hors taxe du mètre cube. Le conseil d'agglomération est invité à valider le projet de convention, prendre connaissance du planning de l'opération et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, monsieur le vice-président, d'un projet qui rentre dans le cadre de notre politique de territoire vertueux. Donc, je propose de valider cette délibération. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Commission attractivité économique. Je voudrais excuser donc notre premier vice-président Yvon Borel qui est absent. Et il y a un certain nombre de rapports qui seront repris par la première adjointe, notre vice-présidente. Le premier rapport concerne l'avenant numéro 2 à la convention d'anticipation foncière avec l'EPF Occitanie concernant la requalification de la zone de Fréjorgue avec un premier rapporteur, Sophie Eglem. Merci, Monsieur le Président. Le Pays de l'Or a conventionné avec l'EPF d'Occitanie sur des actions d'acquisition foncière intéressant les zones économiques de Fréjorgue Est et Ouest en vue de la mise en œuvre d'un programme de requalification. Pour la bonne exécution de la convention et dans le cadre d'opportunités d'acquisition foncière par voie de préemption, il est nécessaire d'intégrer la commune de Mogueux. Le projet d'avenant numéro 2 précise les engagements des trois parties pour conduire sur le moyen long terme une politique foncière sur le périmètre d'intervention de l'établissement. Le conseil d'agglomération est invité à approuver l'avenant numéro 2 à la convention d'anticipation foncière du 7 juin 2018 entre l'établissement public foncier d'Occitanie, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la commune de Mogueux-Carmont, telle qu'annexée à la présente délibération, de prendre connaissance de la délégation par la commune à l'EPF d'Occitanie des droits de préemption ou de priorité applicables lors de l'aliénation relevant des dits droits sur le périmètre d'intervention de l'établissement en secteur UE2 de Fréjorgue Est et Ouest et secteur 1A UE2 Fréjorgue Est extension plus Mougères. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes les pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Madame Eglem. Donc, je vous propose de... Oui, Monsieur le Parmentier. Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que la zone a besoin d'un vrai lifting. Moi, je pense qu'il est important de créer une liaison entre la rue Icare à Fréjorgue et la rue René-Clair à Las, c'est-à-dire au niveau du CGR. Il manque
d'une liaison, même routière, hein, pas seulement pour les vélos et les piétons, mais même pour les voitures, pour un peu désenclaver Fréjorgues et puis permettre aux salariés de Fréjorgues d'aller sur la zone de Latte et inversement. Je pense que ça manque vraiment et ça serait utile d'avoir cette liaison. Je vous remercie. Merci. Vous savez qu'on travaille en liaison avec les commerçants présents sur cette zone et que, bien entendu, nous tiendrons compte de toutes les observations qui pourront être formulées. Voilà, on passe au vote si vous voulez bien. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, c'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, c'est le secteur de PUP de Fréjorgues-Est et de Piom 2 sur la requalification toujours de Fréjorgues. Rapporteur, Sophie Campagne. Merci, Monsieur le Président. Le Pays de l'Or porte une réflexion stratégique sur le secteur en proximité immédiate de la métropole, comprenant la zone d'activité économique de Fréjorgues-Est et le secteur du parc industriel hors Méditerranée 2, lesquels doivent être envisagés de façon globale en termes de fonctionnement urbain. Pour permettre leur insertion dans le tissu urbain environnant, les projets émergeant sur ce secteur élargi doivent être accompagnés par la réalisation d'équipements publics. C'est pourquoi l'agglomération s'est rapprochée de la commune de Mauguio, compétente en matière de PLU, afin que soit institué un périmètre élargi de participation au secteur de projet urbain partenarial. Celui-ci permettra la conclusion de PUP successifs à l'occasion de la réalisation de chaque projet d'aménagement ou de construction au sein de cette zone, afin qu'il participe de façon proportionnelle au coût des équipements publics. Le programme des équipements publics à réaliser identifié sur le secteur de PUP global, la participation correspondante répartie par sous-secteur Fréjorgues-Est ou Piom 2 sont exposés dans le rapport. Le conseil d'agglomération est invité à approuver l'institution par la commune de Mauguio, conformément à l'article L 332-11-3-2 du Code de l'urbanisme, et pour une durée de 15 ans, d'un périmètre élargi de participation du secteur de PUP Fréjorgues-Est Piom 2, conformément au périmètre dont le plan figure en annexe, approuver les équipements publics nécessaires à l'aménagement et à la requalification de ce secteur et les modalités de prise en charge financière de leurs coûts par les constructeurs et aménageurs qui se livrent à des opérations à l'intérieur de celui-ci en fonction des besoins générés par leurs futurs habitants ou usagers, que ces équipements soient encore à réaliser ou déjà réalisés, tels que figurant dans le document. Merci Madame la Vice-Présidente. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Nous continuons toujours sur la requalification de Fréjorgues avec la convention passée avec la société Exactprint. Rapporteur Sophie Campagne, notre vice-présidente. Merci Monsieur le Président. Comme exposé au rapport précédent, un secteur de projet urbain partenarial a été institué sur les secteurs Fréjorgues-Est et Piom 2. Aujourd'hui, à l'intérieur de ce secteur de PUP sur Fréjorgues-Est, la société Exactprint envisage la réalisation d'un projet d'opération de construction en extension. Il convient donc de conclure entre la ville de Mauguio et cette société, avec intervention de l'agglomération, une convention de projet urbain partenarial. Au regard des besoins générés par l'opération, la participation d'Exaprint est estimée à 45 526 € hors taxe. La durée d'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement est fixée à 10 ans, la part départementale restant quant à elle applicable. Le conseil d'agglomération est invité à approuver la convention de projet urbain partenarial entre la commune de Mauguio et la société Exactprint, avec participation de l'agglomération du Pays de l'Or, dont les caractéristiques sont ci-dessus mentionnées, et un projet annexé aux présentes. Préciser que la durée d'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement est fixée en application de l'article L 332-11-4 du Code de l'urbanisme à 10 ans. Enfin, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la dite convention. Merci. Une belle entreprise qui est Exactprint. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la convention préopérationnelle avec l'EPF Occitanie concernant la zone d'activité de la pointe de Mudaison. Rapporteur, Madame Isabelle Berger. Merci Monsieur le Président. Le secteur de la pointe de Mudaison constitue le dernier secteur classé en zone d'urbanisation future au PLU de la commune de Mauguio-Cardon.
Étendu sur une superficie de 21,5 hectares, ce secteur est fléché partiellement, 10 hectares, au SCOT du Pays de l'Or comme une zone intermédiaire à dominante économique. Pour porter le projet, l'agglomération et la commune de Moguio-Carnon souhaitent conventionner avec l'établissement public foncier d'Occitanie. L'EPF participera au financement des études visant à la définition du projet et à acquérir par voie amiable les premiers biens présentant un intérêt. L'EPF pourra préempter à chaque fois que cela s'avère nécessaire selon les modalités fixées par la Convention, dans la limite d'un engagement financier estimé à 5 800 000 euros, avec possibilité de recours à l'emprunt pour au maximum un tiers de ce montant. Pour mener à bien cette démarche, les parties ont convenu dans un premier temps de la mise en place d'une convention dite préopérationnelle. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le projet de convention préopérationnelle portant sur la pointe de Mulaison entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, la commune de Moguio-Carnon et l'EPF Occitanie. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette affaire. Merci Mme Berger. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est unanimité, moins 3 abstentions. Bon, merci. Nous continuons avec, comme chaque année, nous devons passer cette délibération concernant les ouvertures dominicales. Rapporteur, Mme Martine Pécou. Merci, Monsieur le Président. Conformément à la loi, l'agglomération a été saisie par les communes de la Grande Motte, de Saint-Onès et de Moguio-Carnon pour autoriser l'ouverture des dimanches en 2022. Entre 12 pour le secteur du commerce en détail et 5 pour le secteur automobile. Le conseil d'agglomération est invité à donner un avis favorable à l'ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire sur la commune de la Grande Motte, suivant la liste des 12 dimanches proposés pour l'année 2022. Donner un avis favorable à l'ouverture dominicale des commerces de détail sur la commune de Moguio-Carnon, suivant la liste des 12 dimanches proposés pour l'année 2022. Donner un avis favorable à l'ouverture dominicale des commerces du secteur automobile sur la commune de Moguio-Carnon, suivant la liste des 5 dimanches proposés pour l'année 2022. Donner un avis favorable à l'ouverture dominicale des commerces de détail sur la commune de Saint-Onès, suivant la liste des 12 dimanches proposés pour l'année 2022. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Mme Pécou. On propose donc de valider cette délibération. Le vote est ouvert. Il reste encore 2 votants. Un non-votant encore. Bon. On a voté. Bon, il y a un non-votant. Le vote est unanime. Rapport suivant, ça concerne donc le paiement du solde de la subvention 2020 pour le pli Est et Roté. Je vais demander pour cette délibération à la présidente, Mme Bousserin, Mme Martel-Canac, à Mme Genin-Vigneault de se déporter, donc à sortir de l'auditorium en vertu de la procédure de conflit d'intérêt de référendum. Voilà. Le rapporteur, Mme Sandrine Dubois-Lambert. Non, elle n'est pas là. C'est Jean-Luc Bouscarin, pardon. Voilà. Alors, le conseil d'agglomération a loué au pli pour l'année 2020 une subvention d'un montant de 67 600 €. Conformément à la convention financière, une avance de 80% de la subvention, soit 54 081, a été versée à l'association. Le versement du solde de 20%, 13 520, était quant à lui conditionné à l'atteinte d'objectifs quantitatifs conjointement fixés, soit pour l'année 2020 l'accompagnement dans le dispositif de 226 personnes provenant du Pays de l'Or. Cet objectif n'a pas été atteint, avec un total de 203 personnes ayant intégré le dispositif sur l'année. Le paiement du solde devrait donc s'effectuer au prorata de l'atteinte de l'objectif, 90%, soit 6 760 €. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation et de l'impact subi par l'association durant la période Covid, il est proposé que soit maintenu le montant de la subvention et le versement intégral du solde 13 520.
On dit ouf, j'ai eu peur, je n'avais pas lu le papier. J'ai cru qu'on allait les supprimer de leur plan, mais c'est très bien. Le conseil d'administration est invité à approuver le principe du versement exceptionnel de la totalité du solde de la subvention attribuée en 2020 malgré la non-atteinte de l'objectif et le projet d'avenant supprimant la conditionnalité du versement du solde à l'atteinte d'un objectif quantitatif. Autorise le président ou le vice-président délégué à signer l'avenant numéro 1 à la convention financière 449-2019. Merci, monsieur le vice-président. Voilà, en effet, compte tenu de la situation, on rencontre aussi le pli. C'est cette proposition qui vous est faite, donc je vous invite à la valider, si vous le voulez bien, par un vote qui est ouvert. Voilà, le vote est clos. C'est donc à l'unanimité que c'est adopté. On peut leur demander de rentrer. Voilà, nous passons à la commission territoire habitat. Voilà, on va laisser nos collègues entrer avec une première délibération concernant le PIG, le plan d'intérêt général sur les années 2021-2023, avec une prorogation de ce PIG. Rapporteur Madame Sophie Caudal. Monsieur le Président, merci. Conformément aux actions prévues dans son programme local de l'habitat, PLH, l'agglomération a mis en place un programme d'intérêt général que nous nommerons PIG, visant la requalification de l'habitat ancien dans le parc privé de son territoire. Ce dernier est géré par le département de l'Hérault au titre des aides à la pierre, délégation des aides et de l'État et de l'ANA, et fait l'objet d'une convention pour 3 ans, soit jusqu'au 10 février 2022. Afin d'animer cette opération, l'opérateur Paxoia Hérault effectue des permanences sur le pays de l'Or. Les objectifs du PIG numéro 1 et les budgets associés ont été atteints sur l'ensemble du PIG. Il est donc nécessaire de réaliser un avenant à la convention pour continuer à intervenir jusqu'à la date de fin initialement prévue. Par ailleurs, il est proposé par le département de l'Hérault de poursuivre ce dispositif en signant une nouvelle convention de 2 années supplémentaires pour un programme d'intérêt général numéro 2. Le conseil d'agglomération est invité à approuver l'avenant joint au présent rapport, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer l'avenant 6 juin, ainsi que toutes les pièces à intervenir dans cette affaire. Merci Madame Caudal. Donc, je vous invite. Oui, Monsieur Parmentier, allez-y. Merci Monsieur le Président. J'ai une question sur l'augmentation quand même de plus de 50% du programme numéro 1. Est-ce qu'on a des précisions complémentaires sur ce point? Je vous remercie. Le micro. Bonsoir. C'est un sujet qui a été débattu au cours de la commission. Alors, je ne sais pas si vous y étiez ou pas, donc en l'occurrence non. Donc en fait, il y a c'est essentiellement le coût de l'ingénierie. Donc on a un petit montant, en gros on a une association, une institution, une association qui accompagne l'ensemble des EPCI qui ont signé cette convention avec le département et qui intervient sur les territoires en assurant des permanences. Donc le programme d'action, lui, est porté sur les actions du PLH et donc on accompagne les projets des bailleurs privés, enfin des personnes qui font de la réhabilitation. Par contre, l'ingénierie, le coût a été réévalué à l'occasion du bilan de la convention et le pourcentage d'augmentation qui peut paraître élevé en fait est assez faible puisque c'est un quart-temps ou un tiers-temps d'un agent et le débat en commission a tourné sur le fait de savoir s'il fallait internaliser cette prestation ou s'il fallait passer par un prestataire. Donc le surcoût en fait est largement absorbable et ça permet, en tout cas c'est aussi bien assuré par une association que si on avait dû l'assurer en interne. Voilà, donc c'est l'essentiel de l'explication
qui a été apporté par les services du département. Et ce qui a été également convenu à la commission, c'est qu'à l'occasion d'une prochaine commission, cette association ou les services du département pourraient aussi intervenir en commission pour présenter le dispositif et permettre à l'ensemble des conseillers qui seront présents de pouvoir poser toutes les questions qui leur seront utiles. Voilà, donc si vous voulez bien, je propose de passer au vote. Le vote est donc ouvert. Le vote est clos. Voilà. C'est l'unanimité, moins un vote contre. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne le CUS, la Convention d'utilité sociale avec un toit pour tous. Rapporteur, Madame Sylvie Martel-Canac. Merci, Monsieur le Président. Les conventions d'utilité sociale sont établies pour une période de 6 ans renouvelable entre un organisme HLM, l'État et le PCI et ont pour objectif de définir pour chaque bailleur social la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, la politique sociale de l'organisme et la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires. Le bailleur social Un Toit pour tous, implanté sur plusieurs communes de notre territoire, a proposé à l'agglomération la signature de cette convention. Compte tenu de la mise en place d'une politique sociale de l'habitat à l'échelle du territoire, pilotée par la conférence intercommunale du logement, il apparaît donc opportun d'être partie prenante dans cette convention. Ainsi, l'agglomération signera sa 7e convention sur les 10 bailleurs présents sur le territoire. Donc, le conseil d'agglomération est invité à approuver les termes de la convention et autoriser le président ou la vice-présidente déléguée à signer la convention d'utilité sociale du bailleur social Un Toit pour tous. C'est le vice-président. C'est le vice-président délégué, puisque c'est Philippe Piquet. Là-dessus, il n'y a pas de déport. Pardon. Oui. À moins que Philippe ait des actions dans la société Un Toit pour tous. Je vous rassure. Bon, ça va. Bien, on passe donc de passer au vote. Si vous voulez bien, le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Rapport suivant, c'est la prorogation du PLH, du programme local de l'habitat. Rapporteur, notre vice-président Philippe Piclément. Merci, Monsieur le Président, et je vous prie de m'excuser pour le retard. Donc, le programme local de l'habitat. En 2016, l'Assemblée a approuvé son premier programme local de l'habitat, PLH, valable pour 6 ans. Ce document de programmation est donc approuvé jusqu'en juin 2022. Toutefois, comme le permet la réglementation, il est proposé de proroger de 2 ans le PLH actuel. Cette prorogation permettra à l'agglomération d'obtenir le temps nécessaire pour élaborer son nouveau document de programmation dans des délais moins contraints, privilégiant ainsi la qualité de la réflexion et la pertinence des orientations, objectifs et actions envisagées, tout en assurant une continuité de la politique menée. Le conseil d'agglomération est invité à accepter la prorogation du PLH pour 2 ans, soit jusqu'au 15 juin 2024, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Monsieur le vice-président. On propose donc d'approuver cette prorogation qui nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour élaborer. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Nous passons à l'administration générale avec un premier rapport concernant la société Airways Aviation et l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation de cette société qui est l'ancienne ESMA. La société Airways Aviation a sollicité l'agglomération afin de réduire sa surface d'occupation correspondant à des bureaux en continuité de la nouvelle aire aménagée par l'agglomération, la nouvelle aile. À ce jour, l'école rencontre des sérieuses difficultés financières qui nécessitent pour cette société d'identifier des leviers d'optimisation de leur charge de fonctionnement afin d'éviter un nouveau dépôt de bilan. L'agglomération principale créancier de la société a recherché un nouveau locataire pour les surfaces de bureaux ainsi libérées. La sollicitation de la société Airways Aviation peut être en partie satisfaite.
Cette réduction de surface doit être organisée par voie d'avenant comme suit. Une surface d'occupation de 5 500 m², une redevance d'occupation domaniale de 222 256 € hors taxes, hors évolution de l'indice, charges et quote-part de maintenance, une réduction proportionnelle des emplacements de stationnement. Cet avenant entrera en vigueur au 1er novembre prochain. Le conseil d'agglomération est donc invité à approuver les termes de l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation du domaine public numéro 441-2019 pour l'occupation du site de l'ESMA par la société Airways Aviation, m'autoriser à signer l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation du domaine public numéro 441-2019 pour l'occupation du site de l'ESMA par la société Airways Aviation et de m'autoriser à prendre tout acte et à signer toute pièce à intervenir dans l'exécution de la présente délibération. Voilà, en effet, cette société, suite à la situation sanitaire, comme beaucoup de sociétés dans le domaine de l'aérien, de l'aviation, est confrontée à des difficultés financières. Elle nous a donc sollicité pour diminuer la part des locaux qu'elle occupe et ainsi diminuer son loyer. Nous espérons que ça n'ira pas au-delà, mais on peut avoir quelqu'un qui étude en effet. Voilà, je propose donc d'approuver cet avenant. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons à la partie ressources avec le premier rapport sur l'attribution de compensation 2021 et 2022. Rapporteur, Madame Caroline Favier. Merci, Monsieur le Président. Au cours de l'année 2021, le périmètre de gestion des accueils de loisirs périscolaires a été ajusté sur la commune de Montbiot-Carmont à sa demande. La demande, c'était d'allonger les ALP, prolonger le soir jusqu'à 18h30 et ensuite ALP sur l'école des Garrigues. Au total, l'évaluation du transfert de charge s'élève à un coût net de 63 278 €. Le prorata appliqué sur l'année 2021, 4 dixièmes, est de 25 311 €. La commission locale d'évaluation et de transfert de charge, la CLECT, s'est réunie pour arrêter l'évaluation du coût de cette compétence transférée sur la base des montants indiqués. Suite aux délibérations des communes sur le rapport de la CLECT, il est demandé à l'Assemblée de modifier le montant de l'attribution de compensation conformément au tableau ci-dessous qui concerne les attributions de compensation 2021 et 2022. Merci, Madame Favier. Donc, je propose d'approuver cette attribution de compensation. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Un vote unanime. Merci. Nous passons maintenant au rapport quinquennal sur l'évolution du montant de l'attribution de compensation. Rapporteur, Madame Sonia Marguerite. Merci, Monsieur le Président. Conformément à la réglementation, tous les 5 ans, le président de l'intercommunalité doit présenter un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'agglomération. Ce rapport vise à faire le bilan des transferts sur la période 2016-2020 et la cohérence des charges nettes retenues au regard des charges de l'intercommunalité. L'objet du rapport est donc de présenter l'évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020 en détaillant les variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées ou au titre de la révision libre des attributions de compensation et l'évolution des charges nettes des recettes des compétences transférées. Les ajustements de compétences sur la période 2016-2020 ont concerné les points suivants. En 2016, mise en place des temps d'activité périscolaire et d'accueil de loisirs périscolaires sur les communes de Montbiot-Carmont et Mudézé. Transférer des activités de sport à l'école sur la commune de la Grande Motte. Transfert du point emploi de la commune de la Grande Motte. En 2017, transfert de l'accueil de loisirs périscolaires de l'école primaire de la commune de la Grande Motte. En 2018, transfert de la contribution à EBTP, Vidéo, Gémapi et gestion du bassin versant, commune de la Grande Motte. En 2019, arrêt des temps d'activité périscolaire sur 5 communes. En 2020, transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Le tableau joint détaille les montants des transferts financiers retenus par l'année, compétences et communes.
une délibération. Voilà, donc c'est effectivement une prise de connaissance de cette évolution de l'attribution de compensation au fil des années. Tout le monde donner acte, de nous en donner acte. D'observation, je vous en remercie. Nous passons maintenant aux orientations budgétaires pour l'année. Ah, il faut délibérer quand même. Ah, d'accord. À part un acte de délibération. Ah, oui. Donc, on doit voter. Donc, le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est donc de prendre acte à l'unanimité. Je vous remercie. Je disais donc, nous passons maintenant aux orientations budgétaires pour l'année 2022, donc qui va arriver dans quelques semaines. Avant de céder la parole à notre vice-présidente ressources, quelques mots sur ces orientations pour notre intercommunalité. Nous allons donc ce soir, comme chaque année, débattre des orientations budgétaires. Pour cela, vous avez dans votre dossier du Conseil le rapport qui présente nos grandes orientations en termes de politique publique, ainsi que les divers scénarios de prospective financière. Vous avez pu, je l'espère, y trouver toutes les informations utiles à ce débat. Je profite donc de ce moment pour remercier Sophie Crampagne, notre vice-présidente, avec l'ensemble de nos services, d'avoir organisé une réunion préparatoire à ce conseil pour en expliciter le contenu. Et donc, pour le travail aussi qu'elle a réalisé avec le service ressources de notre agglomération pour élaborer ces orientations prémices du vote du budget. Aussi, sans m'étendre sur ce document, je voudrais vous faire part de plusieurs enjeux que connaît notre agglomération en cette fin d'année 2021. Tout d'abord, la crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2021. Après 2020, qui a été une année très perturbée, au cours de laquelle notre agglomération a su jouer pleinement son rôle dans l'organisation des services publics de proximité, dans l'accompagnement des acteurs du territoire, 2021 a connu son lot de difficultés au quotidien. Difficultés que nous avons pris à bras-le-corps pour assurer notre rôle de cohésion sociale. Je vais vous donner 3 chiffres. Le premier, 3 millions d'euros. Ce sont les pertes de recettes cumulées sur 2020 et 2021 sur nos services aux populations. Le deuxième, 1,5 million d'euros. Ce sont les dépenses supplémentaires engendrées par la crise et notamment les accompagnements des entreprises au travers des divers fonds de soutien. Le troisième, enfin, c'est 1,1 million d'euros, qui sont les économies sur les charges liées à l'ajustement des services pendant la crise. Au total, le coût actuel de la crise sanitaire sur nos budgets s'élève à 3,4 millions d'euros. Cette somme a pu être ponctionnée sur notre fonds de roulement et ce sont autant d'actions en moins que nous ne pourrons autofinancer. 2022, c'est aussi la deuxième année de mise en œuvre de la réforme fiscale et de la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée depuis 2021. Elle est remplacée par une fraction de TVA, ce qui veut dire que sur cette partie de ressources, nous ne disposons plus de pouvoir de taux. Il en va de même pour une partie des bases de CFE, qui est maintenant compensée à travers les dotations d'État. Cela veut dire, mes chers collègues, et je vous le précisais déjà l'année dernière, que notre principal enjeu de demain, c'est de construire notre avenir sur un modèle différent de celui que nous avons connu jusqu'à présent. Nous ne pourrons plus totalement adapter nos recettes à nos projets, nous devrons donc adapter nos actions à nos ressources. Et c'est là une nouvelle donnée que nous devons clairement intégrer dans nos choix futurs. Pour évoquer les grandes orientations de l'agglomération, je voudrais rappeler que nos principaux axes de politique publique sont clairs et affichés. C'est l'attractivité et l'aménagement durable, à travers l'habitat, le développement économique, les mobilités, la promotion touristique, la sobriété foncière. C'est ensuite la solidarité, avec tout ce qui comporte nos actions sociales, les politiques de l'enfance, de la jeunesse et des sports. C'est enfin l'environnement, avec la gestion des déchets, la gestion de nos plages, du pluvial, la protection contre les inondations, les espaces naturels sensibles, l'eau, l'agriculture, l'alimentation. Ces grandes orientations, eh bien, elles sont détaillées dans le dossier, nous pourrons y revenir au cours du débat de tout à l'heure. Nous essayons à travers toutes les mesures que nous votons dans nos séances de conseil de décliner ces orientations en projets, au mieux de nos possibilités financières, et cela pour faire en sorte que ce territoire puisse continuer à se développer harmonieusement. Notre feuille de route générale reste la même, savoir se projeter sur le moyen et le long terme, rester proche du quotidien des habitants, accompagner au mieux nos entreprises et participer à notre niveau à la transition écologique
et à la protection de notre environnement, tout cela bien entendu en maîtrisant nos dépenses. Cet exercice de prospective générale et de présentation financière pluriannuelle est indispensable. C'est le sens donc de ce rapport d'orientation budgétaire et c'est dans cet esprit que la loi nous invite à en débattre chaque année. Je cède donc la parole à Sophie Crampagne, notre vice-présidente ressources. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire joint à votre dossier du Conseil et sur lequel nous devons débattre ce soir décrit de manière synthétique à la fois la multitude des actions que nous menons au quotidien et également leur traduction financière sur le moyen terme. Vous le savez, notre agglomération continue son développement et celui-ci doit être confronté régulièrement à notre capacité financière à porter toutes les actions que nous décidons. Le rapport d'orientation budgétaire en est la traduction. Il est accompagné des prospectives financières détaillées pour les principaux budgets de la collectivité, le budget principal et ses liens avec les budgets annexes déficitaires dont le budget des piscines et le budget principal du FIAS, des déchets, de l'eau potable, de l'assainissement et des transports. Les hypothèses d'évolution retenues sur les charges et les produits, le programme d'investissement, la dette et la masse salariale sont exposées dans le document et nous permettent de questionner le projet communautaire et les moyens financiers nécessaires pour y parvenir. Je veux rappeler ce soir notre impératif de prévision, de bonne gestion et de maîtrise de nos équilibres financiers sur le moyen terme. La bonne gestion, nous nous y efforçons en permanence. La maîtrise des équilibres financiers doit être une règle de base. La prévision, nous l'avons évoqué en commission ressources, par contre reste toujours plus difficile, notamment en ces périodes de crise sanitaire, de réforme fiscale, de réforme des dotations et de décisions de l'État qui impactent les budgets locaux. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que le contexte général reste incertain pour les collectivités et que le manque de visibilité sur nos principales recettes est pénalisant pour se projeter sereinement. La prudence est donc toujours de mise dans les hypothèses qui ont servi de base à la construction des prospectives financières. Concernant nos actions et nos moyens, quelques éléments à relever. Tout d'abord sur nos ressources. Nous avons retenu des hypothèses de progression limitée à plusieurs titres. D'abord le manque de visibilité sur les dotations, car même si les orientations générales sont plutôt à la réforme, elles se déclinent différemment sur les territoires. Nous intégrons donc une légère baisse des dotations et une légère augmentation du FPIC dans les tableaux prospectifs. Ensuite, le constat que la progression de nos bases fiscales est faible sur les dernières années et que l'avenir est constitué pour partie de nouvelles ressources. Nous retenons une augmentation modérée de la fiscalité, située entre 1,2 et 2% par an. Ce schéma, bien entendu, sera revu quand nous aurons une plus grande visibilité sur la déclinaison territoriale des réformes fiscales en cours et la progression de la TVA en 2022. Enfin, les faibles marges de manœuvre que nous avons sur les tarifications aux usagers, en raison à la fois des tarifications sociales sur lesquelles nous n'avons pas de prise, mais également sur le poids de ces tarifs dans les budgets, constituent 10% des recettes du budget principal. Notre prospective, quant à elle, maintient également plusieurs données susceptibles d'évoluer. Les recettes de location du terrain de l'ancien camping Les Saladelles pour un montant de 750 000 € par an et d'1 million à compter de 2023, mais également les recettes de location sur le siège social. Un montant de CVAE à 3 millions d'euros, qui est la moyenne des 3 dernières années de CVAE perçues sur la période 2017-2019, et dont les experts s'accordent à dire que cette recette liée à l'activité économique devrait se réduire en raison de la crise sanitaire et de son impact sur le chiffre d'affaires des entreprises. Un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 9% pour tenir compte de la baisse actuelle du coût de l'incinération, et cela dans l'attente d'une meilleure visibilité sur le coût futur de l'incinération. Une taxe GEMAPI à 400 000 €, mais qui devra être requestionnée compte tenu de l'évolution du coût de cette compétence. Une stabilité du prix de l'eau en attente d'arbitrage sur les investissements à réaliser et identifiés au titre du schéma directeur de l'eau potable. Des recettes de subventions liées au partenariat que nous avons et que nous allons revoir dans le cadre de l'élaboration des contrats avec l'État, le CRTE, et la région avec le contrat territorial Occitanie. Ensuite, nos dépenses. D'abord, l'intégration d'une charge Covid, nous l'avons rappelé, cumulée sur 2020 et 2021 de 3,4 millions d'euros. Cette charge est financée par le fonds de roulement disponible. Un pilotage indispensable de la masse salariale qui est estimée à 23,8 millions d'euros en 2021, soit une progression élevée de 3,7%,
Évolution pour 2022 qui intègre à la fois les ajustements réglementaires, qu'il s'agisse de la prime de précarité, la cotisation de l'URSSAF ou encore le relèvement des bas salaires, mais aussi l'évolution des grilles indiciaires, l'évolution des périmètres de gestion avec l'espace France Service, les ALP sur Mogio, le chargé de mission PAT, la gestion des corbeilles de plage, le conseiller numérique, un technicien pluvial notamment, et l'évolution des fréquentations des services aux populations. Nous nous sommes fixés pour les années suivantes une hypothèse de progression de 2,5% par an. Hypothèse réaliste, hors décision gouvernementale qui s'imposerait à nous, avec une évolution du point d'indice et la réforme des carrières intégrées. La progression de nos frais de fonctionnement de 1% par an jusqu'en 2026, qui reste une hypothèse ambitieuse au regard de l'évolution récente des coûts de l'énergie et des matières premières. Sur les 7,1 millions de frais de fonctionnement du budget principal, les 3/4 concernent les dépenses alimentaires, le carburant, les fluides, la maintenance des bâtiments, ainsi que l'entretien des bâtiments, des réseaux et de notre flotte de véhicules. La stabilisation des subventions que nous versons, enfin la maîtrise de nos investissements et la recherche de solutions économiquement intéressantes. Vous retrouvez les différents projets en cours ou à venir dans les commentaires et les tableaux des programmes d'investissement. Certains projets restant à préciser, notamment en matière pluviale, la GEMAPI ou encore sur la voie verte. Enfin, sur notre situation financière à ce jour est projetée dans la prospective. Elle est satisfaisante compte tenu de l'entrée de nouvelles recettes et des efforts de gestion de ces dernières années. Nos ratios de désendettement sont globalement bons et notre endettement continue à baisser, sauf sur le budget de l'eau potable au regard des investissements à venir sur l'usine de Vauguières. Notre encours de dette est actuellement de 41,6 millions d'euros à la fin de l'année 2020. Nous avons néanmoins, comme je l'ai déjà précisé, des inconnus sur nos recettes fiscales futures, mais également sur les dotations qui pourront varier. En guise de conclusion, je dirais que nous devons demeurer vigilants, inventifs pour faire toujours mieux et ne pas devoir réduire nos actions ou renoncer à nos projets. Nous devons rester attentifs à consolider notre logique partenariale et persévérer dans la recherche de nouveaux financements. Nous devons rester ambitieux. Notre objectif, agir en adéquation avec notre projet de territoire, tout en garantissant une situation financière tenable. Je vous invite maintenant à débattre de ces orientations. Je vous remercie. Merci, Madame la Vice-Présidente. Donc, comme vous a été indiqué, le débat est ouvert. Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai à parler de l'eau, notamment de la réflexion sur la politique tarifaire qu'on aura sur l'eau, sur le prix de l'eau. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que la pauvreté quand même progresse énormément, de manière très inquiétante dans notre pays et aussi dans le pays de l'Or, que l'eau fait partie des produits de première nécessité et qu'une augmentation du prix de l'eau toucherait les plus modestes. Ça touchera. C'est-à-dire ceux qui ont déjà une piscine sont moins touchés proportionnellement à leurs revenus, à l'augmentation du prix de l'eau par rapport aux plus modestes. Déjà que les carburants ont augmenté, l'énergie a augmenté, les courses au quotidien ont augmenté aussi. Je pense que voilà, il ne faudra pas augmenter le prix de l'eau. Ensuite, j'aimerais un peu parler des transports parce que bien sûr, pour ne pas augmenter le prix de l'eau, si on a des investissements à faire, il faut trouver des compensations budgétaires. Et quand je vois que, par exemple, pour le barreau routier départemental entre l'aéroport et la RD 189, le prix augmente à chaque fois qu'on arrive déjà à 1,4 million, que ça progressera sûrement encore, et que ce projet n'est pas bon, je me dis qu'il y a une source d'économie à faire là, on a 1,4 million à récupérer, et que c'est par l'économie de ces mauvais projets qu'on peut y arriver. Ensuite, je pense qu'on a une réflexion à mener sur les transports publics. J'en parlais en commission, c'est important d'en parler ici devant toute l'Assemblée. Je pense qu'on a un syndicat de transport qui ne fonctionne pas bien. Je pense qu'on a une politique de transport qui n'est pas la bonne. Je pense qu'il faut arrêter
de penser la politique des transports uniquement dans le cadre du Pays de l'Or. Nous sommes dans le bassin de vie d'une métropole, de Montpellier. Les transports des particuliers, des personnes, ce n'est pas uniquement à l'intérieur du Pays de l'Or. Il y a beaucoup d'échanges avec la métropole de Montpellier, il y a des échanges avec le Pays de Lunel. Je pense qu'il faut arriver à une concertation, voire un organisme de transport qui prend en compte tout ce territoire, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de visibilité sur les lignes. Les lignes s'arrêtent malheureusement trop souvent aux frontières administratives des EPCI, et ce n'est pas efficace. Par ailleurs, les Montpelliérains ont fait le souhait, en élisant Michael Delafosse, d'avoir moins de voitures dans leur commune. Il serait bien que le Montpelliérain finance aussi les bus de la banlieue, pour que chacun puisse aller se déplacer à Montpellier pour le travail sans prendre sa voiture individuelle. Ce qui aujourd'hui, avec le réseau de transport aujourd'hui, est compliqué. Enfin, je finirai sur les déchets, sur les poubelles, sur une réflexion un peu plus légère. Moi, quand je me balade quand même dans nos communes, je suis quand même très choqué de ces conteneurs là, jaunes verts et orange. À la région, dans les parcs naturels régionaux, il y a un dispositif pour financer l'intégration paysagère. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cette réflexion sur l'intégration paysagère dans nos communes. Je trouve ces conteneurs d'une laideur, c'est agressif pour l'œil. D'ailleurs, souvent, c'est un peu sale autour, et c'est le principe de ces conteneurs qui veut ça. Et sur les trottoirs, souvent, ce n'est pas bien intégré. Ça prend de la place, c'est pas l'idéal. Donc je pense que là aussi, on devrait avoir une réflexion sur l'intégration paysagère, sur la qualité paysagère de nos équipements en matière de déchets, afin de rendre nos villes plus belles. Voilà, je vous remercie. Il y a d'autres interventions, M. Cappelletti. Oui, merci, M. le Président. C'est juste une remarque générale. Le taux de pauvreté, si on prend 60% du salaire médian, c'est la définition convenue, et de façon peut-être paradoxale, en fait, est très stable depuis les années 90, donc autour de 14%. Voilà, je viens de faire cette précision. Merci de cette précision. C'est parce que les chiffres à la Banque alimentaire le disent. Source INSEE, tu peux aller consulter. Monsieur Coine. Oui, merci. D'abord, je suis satisfait de voir qu'effectivement, sauf si j'ai mal compris, il y a un réfléchage des subventions en immobilier d'entreprise vers l'immobilier de vocation commerciale qui serait initié par la commune, la politique locale en faveur du commerce. Donc là, c'est effectivement, elle a un budget de 350 000 € par an. Effectivement, s'il peut être fléché sur ces opérations-là, le type des opérations de pergola, du front de mer de la Grande Nord. Et là, dans le cadre des opérations cœur de ville, revitaliser le commerce, ça serait pas mal, effectivement. Là, on ne travaillerait pas à fond perdu, parce que l'attractivité économique du territoire, vu qu'à Montpellier, à cet égard, ils sont assez saturés, n'exige pas qu'on fasse des subventions à l'immobilier d'entreprise à fond perdu, je dirais, même si ces subventions sont abondées par la région. Peut-être qu'on peut engager un débat là-dessus avec la région pour qu'elle-même puisse flécher également des fonds dédiés à l'immobilier d'entreprise vers des opérations de revitalisation des commerces en centre-bourg. Donc, on peut s'en féliciter. Encore une fois, je peux faire mais c'est ce que j'ai cru pouvoir lire. Et je voulais rebondir sur le barreau de Beauguerre. Le barreau de Beauguerre, ce que je voudrais dire, c'est que actuellement, dans le tracé qui est retenu, ce tracé va obérer complètement le comportement urbain du hameau.
D'ailleurs, la ville de Moguio entreprend sa révision du PLU et compte sur ce hameau pouvoir avoir, disons, une réflexion visant à conforter effectivement l'urbanité, même si toute proportion gardée, bien entendu, de ce hameau. Et ce barreau, dont parlait mon collègue tout à l'heure, vient opérer complètement. Hein, on va faire une saignée dans les champs pour aboutir en plus sur la RD 189, qui est déjà bien saturée. Donc ça fait encore un carrefour de plus sur la RD 189. Et donc, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de variante. La variante permet d'éviter ces impacts vraiment, je dirais, irrémédiables. Et je m'interrogeais si, parce que je me souviens, il y avait eu une réunion de concertation organisée par le département, et ils avaient prévu 3 variantes, mais qui avaient tous, c'était tous, ces variantes-là, elles étaient tous dans l'épaisseur d'un trait, si je puis dire. Et je m'étais étonné qu'il n'y avait pas une variante qui irait consister à rabattre le trafic qui vient et qui va vers la zone de fret par la RD 172 actuelle, dont l'aéroport, et ce qui permettrait de chanter évidemment la RD 189 et d'accéder directement sur la RD 66, je crois. Donc là, là-dessus, je ne sais pas où en est le projet, mais je vois que dans le PPI, ça commence en 2022, et peut-être que c'est peut-être une forme de requête auprès de nos représentants au conseil départemental, pour savoir s'il y a moyen de revisiter ce projet. Merci. Merci, M. Coine. D'autres interventions, donc on va, si vous voulez apporter quelques précisions, je compléterai éventuellement, ou Madame la vice-présidente. Pour moi, juste une réponse technique sur le prix de l'eau. Après le reste, ce sont des sujets de politique générale, on va dire, sur le prix de l'eau. Alors, le prix de l'eau potable, en fait, il doit s'équilibrer par les ressources des usagers. Donc ça, c'est la règle de base qui nous est imposée. C'est-à-dire qu'en gros, on doit financer des investissements par ce qu'on appelle, nous, la surtaxe communautaire. Sachant que l'exploitation du service, aujourd'hui en tout cas, est payée par aussi une autre partie de la redevance, mais qui elle est perçue par l'exploitant. Hein, c'est l'organisation. Donc il y a 2 sujets dans le prix de l'eau. Il y a la structure du tarif de l'eau. Et aujourd'hui, sur le territoire, la structure du tarif de l'eau, il y a une part forfaitaire, on va dire ce qu'on appelle une part fixe, et une part qui varie en fonction du nombre de mètres cubes consommés. Donc, ce travail sur la structure tarifaire, on aura, enfin, en tout cas, le conseil d'agglomération, puisque dans 2 ans, le FMI maintenant sera amené à redécider des futures modalités de gestion du service de l'eau, hein, SP, régie, etc., mais également sur la structure tarifaire. Donc, un petit consommateur, aujourd'hui, avec une part fixe importante, va payer un prix de l'eau proportionnellement plus cher qu'un gros consommateur, puisqu'en fait, il a une part forfaitaire qui représente une grosse part dans le prix de l'eau. A contrario, un gros consommateur va payer au mètre cube un prix de l'eau moins cher qu'un petit consommateur. Dans les petits consommateurs, vous avez les touristes, et vous avez également des personnes âgées. Donc il y a déjà ce sujet-là. Et dans les gros consommateurs, vous pouvez avoir des champs et des piscines, vous pouvez aussi avoir des familles nombreuses. Donc le sujet de la structure tarifaire est un sujet complexe, hein, parce qu'on voit bien que d'un côté comme de l'autre, les choix qui sont faits à ressources constantes, hein, les choix qui sont faits peuvent avoir des impacts différents. Ensuite, il y a le sujet du montant de la ressource ou du produit nécessaire pour assurer le service. Là, c'est un curseur que les élus seront amenés à mettre. Le rapport d'orientation budgétaire pointe simplement le fait que le schéma directeur d'eau potable qui a été approuvé en fin de mandat identifie sur le territoire pour sécuriser le réseau, pour augmenter la qualité, pour sécuriser aussi la ressource propre au territoire, un certain nombre d'investissements, d'interconnexions sur les ouvrages. Et ces investissements, s'ils doivent être faits, ils devront être financés par le tarif de l'eau.
peut-être qu'à l'occasion d'un futur contrat ou d'une autre gestion, peut-être il y aura des économies sur les coûts d'exploitation qui permettront d'avoir un peu de marge financière et permettront de financer ces investissements. Et si les élus demain décident de financer ou de réaliser l'ensemble des investissements qui sont identifiés au schéma directeur, ben, le budget ne pourra pas être voté en déficit, sauf à dire les investissements sont repoussés en temps, ou sauf à dire les investissements qui actuellement sont faits sur les services de l'eau, notamment le renouvellement des réseaux, sont réduits pour permettre d'autres types d'investissements. Donc, votre question, votre réflexion sur pauvreté, en tout cas la difficulté d'un certain nombre d'usagers à payer le prix, elle doit se regarder dans tout cet ensemble, au moins sur le prix. Alors sur le barreau routier, il a été évalué en 2016 à un montant de 2,4 millions. Ensuite sont arrivées les enquêtes publiques, les enquêtes environnementales, en gros la procédure de concertation, le rajout d'une piste cyclable, ce qui fait que le projet qui était évalué à 2,4 millions est passé à 3,7 millions. Parallèlement, ce projet était aussi financé par la société aéroportuaire, qui à l'occasion de la crise sanitaire a sollicité l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire la région, le département et l'agglomération, pour prendre la part qu'elle devait financer sur ce projet-là. Donc du coup, c'est ce qui a en partie justifié une autre augmentation. Et enfin, il y a des mesures compensatoires qui sont prévues dans tous les projets d'aménagement. Et également, ces mesures compensatoires, elles sont réparties entre les partenaires à l'exclusion de la société aéroportuaire. Alors, je vous donne juste des éléments sur l'évolution du coût. Aujourd'hui, le projet est en phase, les conventions ne sont pas encore signées, puisque 1,386 million, je crois que c'est ce montant-là qui est porté dans la perspective, et c'est les dernières estimations que nous avons du département en phase pratiquement de finalisation du projet avant consultation des entreprises. Le coût du projet en tant que tel, il a évolué pour ces différentes raisons. Quant à l'opportunité du projet, là aussi je suis mal placé pour vous apporter des réponses. Oui, c'est un projet, je rappelle, qui est porté à la fois par la région, le département et notre intercommunalité, la commune de Moguio, plus la société aéroportuaire, compte tenu des explications que vient de fournir le directeur général. Il a été longuement étudié. Je ne sais pas si la conseillère départementale là-dessus veut rajouter quelque chose, mais je crois qu'effectivement, c'est aujourd'hui un projet qui a été quand même, malgré tout, mûrement réfléchi par l'ensemble des services de ces différentes collectivités, je disais, de la région à nous, et qui aujourd'hui est en voie de finalisation pour attaquer sa réalisation. Donc, voilà, je sais qu'effectivement, il a suscité quelques observations, quelques remarques critiques, mais il faut bien, en tout cas, résoudre ces problématiques de circulation. On sait que notre secteur va être de plus en plus encombré au vu du trafic attendu, et là-dessus, nous sommes régulièrement en discussion, récemment encore avec le maire de Moguio-Carnon, nous avons rencontré nos partenaires pour échanger sur l'évolution du trafic dans cette zone aéroportuaire et au-delà, avec l'arrivée aussi éventuellement du futur stade de Montpellier sur la commune de Pérols, l'extension du parc d'exposition aussi de Montpellier sur la commune de Pérols. Tout cela est l'arrivée d'entreprises nouvelles. Donc il faut bien se projeter sur cet avenir. Concernant les transports, M. Parmentier, il existe une société qui est la société Aérotransport, portée aujourd'hui par la région, avec laquelle nous avons, vous le savez, je crois que dans le dernier conseil, nous avons approuvé, je pense, le contrôle de M. le vice-président Jean-Louis Gomez, les conventions avec Aérotransport. Nous avons, de par nos compétences, notre service de transport. Il est clair que là-dessus, et de la même manière avec la TAM,
nos voisins de la métropole, nous conventionnons pour pouvoir entrer sur le territoire de la métropole de Montpellier. Il est clair que les transports aujourd'hui sont des services qui coûtent cher. Une réflexion ne doit pas nous être épargnée pour voir l'évolution du trafic, du transport sur notre territoire entre la métropole, le pays de Lunel et bien entendu à l'intérieur du pays de l'Or. Mais tout cela, ce sont des réflexions aussi que Jean-Louis Gomez avec la commission de transport aura l'occasion d'avoir vraisemblablement. Sur les conteneurs, si vous avez des meilleures solutions, on est prêt à étudier les solutions. Vous savez que c'est jamais simple. Moi, quand je me déplace, je vois dans beaucoup de villes ce même type de conteneurs et je ne connais pas de solution. Nous avons pas mal de conteneurs enterrés, mais on ne peut pas avoir des conteneurs enterrés partout. Et ces grands conteneurs présents sur la voie publique sont nécessaires pour assurer le tri, pour assurer la collecte du verre, du papier. Les solutions alternatives, si vous en avez, donnez-nous-les, mais je n'ai pas en tout cas vu une ville aujourd'hui qui trouvait d'autre solution que de mettre ce type de conteneur pour pouvoir évacuer les déchets. Alors la saleté autour de ces conteneurs, oui, elle existe, mais ça fait partie de l'incivisme de nos concitoyens. Ils sont régulièrement nettoyés, mais si notre vice-président veut compléter là-dessus. Et aussi, il faut voir ce problème différemment. On enlève les conteneurs enterrés ou les colonnes. Qu'est-ce qu'on fait? On met des conteneurs individuels. Alors il va y en avoir de partout. Il y en a déjà de partout dans les secteurs, malheureusement. On a éliminé beaucoup de poubelles. Voilà, on élimine des poubelles individuelles. Et sinon, si on revient en arrière, on va en avoir de partout, malheureusement. J'ai pas dit. Oui, je trouve les conteneurs enterrés, moi, pour le coup, plus discrets. Non, mais c'est une réflexion, je sais, il y a des coûts, c'est une réflexion que j'amène. Il n'est pas question de supprimer des conteneurs. La question que j'apportais, c'est comment mieux les intégrer dans nos paysages. La Grande Motte est quand même un grand site d'Occitanie. Avoir des conteneurs comme ça, c'est un peu disgracieux. Voilà. Et un peu partout dans nos communes. Oui, mais le fait de mettre ces conteneurs, ça nous a éliminé aussi ce qui était disgracieux, c'est-à-dire ces poubelles sur roues que l'on déplaçait, qui bien souvent perdaient leur contenant. Quand certains y mettaient des liquides, des jus, on avait ça sur la voie publique. Aujourd'hui, on a ces conteneurs, ils sont quand même moins nombreux que le nombre de poubelles qu'on pouvait avoir qui étaient dispersées. Il y en a encore, mais qui souvent étaient victimes aussi de vandalisme, d'incendies qui souvent n'étaient pas volontaires. Hein. Il suffisait de jeter des braises ou autre, une cigarette dans un conteneur, ça pouvait foutre le feu. Donc voilà, c'est jamais des bonnes solutions, mais en tout cas, c'est une alternative à ces nombreuses poubelles individuelles qu'il pouvait y avoir devant les collectifs, qu'il peut y avoir encore, mais qui en tout cas ont été fortement diminuées ces dernières années. Voilà, donc mes chers collègues, oui. Deux petites interventions. La première, je vois sur les conteneurs. Je ne suis pas à la commission déchets, c'est peut-être plus dans ce cadre-là que j'aurais pu poser la question. Des Carnonnais me disent souvent que les poubelles sont au mauvais endroit, que ce soit des restaurateurs ou des particuliers. Je ne sais jamais à qui m'adresser pour éventuellement faire part de ces demandes. Bah, écoutez, on a un service, le service environnement, donc il peut... Madame Fourcadier, je ne sais pas, il y a comment procéder quand on a des réclamations à formuler? Alors effectivement, il y a une adresse mail très simple, environnement@paysdelor.fr et bien sûr on répondra aux questions qui nous sont posées et on répond à toutes les demandes de déplacement, ça se fait en concertation avec les communes. Mais voilà, ça se produit en effet, donc Madame Pelletier, n'hésitez pas à faire des retours, environnement, @paysdelor.
Alors l'autre, c'est... Madame Pelletier, je vais compléter. Vous avez aussi un élu à Monguiot, qui est moi-même. Si jamais vous avez des remontées à faire, je suis présent et je peux apporter, puisqu'on siège à la commission avec M. Carali, je peux vous éclairer. Merci. C'est peut-être mieux que de commencer par Monguiot, du coup. Voilà. Hein, d'accord. C'est logique. Monsieur Tricoire sera là pour... Très bien. Alors après, j'ai hésité, mais c'est parce que l'échange sur la pauvreté là m'a un peu dérangé. Donc je pense que répondre que le taux de pauvreté reste à 14%, qui stagne, est une réponse un peu rapide. Parce qu'effectivement, vu que ce taux de pauvreté se mesure par rapport au salaire médian, donc celui qui divise la population en deux, il suffit que le salaire médian baisse ou augmente et le taux de pauvreté bouge, et ça n'a pas vraiment d'indication sur le nombre de personnes pauvres, puisque c'est une donnée relative. Et utiliser ce taux qui stagne assez souvent pour dire que la pauvreté n'a pas augmenté, je pense quand même que la crise sanitaire, malgré les nombreuses aides qui ont permis de maintenir un niveau global satisfaisant, a creusé des inégalités et fait qu'une grande partie de la population est en grande précarité, en grande difficulté. Et j'ai noté que vous nous avez dit qu'un des enjeux, c'est la solidarité. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde dans cette assemblée. Voilà. Donc, merci Mme Pelletier. Je ne veux pas faire mon petit professeur, mais on donne la pour parole détailler plus. à M. Capelletti. Oui, merci Monsieur le Président. Ma chère collègue, j'ai juste dit que la pauvreté était stable au sens de l'INSEE. On en tire toutes les conclusions qu'on veut, et la mienne, c'est que bien sûr, il faut lutter contre la pauvreté. Simplement, on peut tout faire dire aux chiffres, même la vérité. Merci M. Capelletti. M. Pradel. Moi, je pense qu'on aurait tort d'aller sur une discussion macroéconomique. Il faut pas faire des moyennes. La question qui nous concerne, c'est est-ce que nous avons rencontré certains de nos concitoyens qui se sont appauvris, qui ont été en difficulté? Évidemment, tous les maires, tous les adjoints aux affaires sociales l'ont vu. Est-ce qu'on s'est déployé pour les aider? Oui, que ce soit au niveau de l'agglo, que ce soit au niveau des CCAS. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Oui, il y a encore du travail à faire. C'est là-dessus qu'il faut aller. Si on va sur des questions de moyenne, on ne s'en sortira pas. Par contre, on sait exactement le chantier qui est devant nous. Il ne faut pas hésiter, il faut accélérer. Je vois Anthony Melin, il est au pied de l'ouvrage tous les jours. Bien. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais donc mettre aux voix ce rapport, puisqu'il faut adopter malgré tout par un vote ce rapport du débat d'orientation budgétaire. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Donc, ce rapport est adopté par 42 voix et 4 abstentions. Je vous remercie, mes chers collègues. Nous allons bientôt conclure ce conseil, d'abord avec un rapport sur la modification du tableau des effectifs, comme nous le faisons régulièrement. Rapporteur, monsieur le vice-président, Anthony Melin. Bien, merci Monsieur le Président. Lors de chaque conseil d'agglomération, vous est présenté le tableau des effectifs de l'agglomération. Il représente la photographie de la liste des emplois et des grades occupés par les agents titulaires ou contractuels sur emploi permanent au moment où il est présenté. Ce tableau apporte de la cohérence globale et de la lisibilité dans le suivi des emplois et plus globalement dans les organisations. Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de certains emplois. Au 1er novembre, il est proposé la création de 4 postes et la suppression simultanée de 4 postes détaillés dans leur rapport et le tableau des effectifs annexés. Le comité technique ayant émis un avis favorable, le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées. Merci, monsieur le vice-président. Je vous invite à adopter cette modification du tableau des effectifs. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est unanimité moins une abstention. Rapport suivant, ça concerne toujours les ressources humaines avec la part supplémentaire de l'IFSE régie dans le cadre du RIFSEP. Rapporteur, monsieur le vice-président Jean-Louis Gomez. Merci Monsieur le Président. Juste une petite précision concernant le déplacement et les transports. Nous sommes en train de mettre en place le covoiturage. Les travaux ont commencé à Palavas-les-Flots et toutes les communes de l'Agglo
seront dotés d'une aire de covoiturage. Je referme la parenthèse. Part supplémentaire de l'IFCE Régie. L'agglomération doit faire évoluer son régime indemnitaire en intégrant l'indemnité allouée aux régisseurs d'avance et de recettes. Il convient donc de mettre en place une part supplémentaire du régime indemnitaire appelé IFCE Régie, qui sera versée annuellement aux agents responsables d'une régie. Le comité technique a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est donc invité à approuver la mise en place d'une part supplémentaire IFCE Régie. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, je propose d'adopter cette délibération. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous remercie. Nous passons au dernier rapport. Ça concerne la charte de déontologie dans le cadre des ressources humaines. Et le rapporteur est notre vice-président Jean-Louis Bouscarin. Bien, l'agglomération souhaite mieux formaliser ses pratiques en matière de déontologie et d'éthique. Il s'agit d'instaurer des procédures déontologiques adaptées à notre organisation autour d'une charte. Cette charte encadre prioritairement la prévention des conflits d'intérêts, les cadeaux et invitations, ainsi que les modalités d'institution du référent déontologique interne et d'une cellule déontologique. Cette charte sera donc l'élément central d'un grand ensemble de documents relatifs à la déontologie. Ce document a pour objet d'inviter les élus et les agents à une démarche éthique dans le cadre professionnel autant que dans le cadre privé. Elle définit concrètement les règles de comportement et les standards que chacun doit respecter, quelle que soit sa place au sein de la collectivité. Les membres du comité technique ont pris acte de ces informations. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, je propose d'adopter cette charte. Oui, Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions. La première, c'est sur tout ce qui concerne la partie privée des agents. C'est-à-dire que qu'il y ait une charte de déontologie qui s'impose dans le cadre du travail, je comprends, c'est normal, mais qui s'imposerait aussi à l'espace privé et quand l'agent n'est plus au travail, je trouve ça un peu dangereux et inquiétant. Et je pense qu'il y a des risques peut-être d'abus dans ce sujet. Alors je ne dis pas qu'il y aura des abus, mais c'est une crainte que j'ai. Et deuxièmement, ma deuxième question, donc, c'est sur la neutralité et la laïcité imposée à chaque agent. Est-ce que donc, concrètement, est-ce que ça veut dire que, par exemple, le port du voile ou de la kippa est proscrit? Merci. Sur la partie privée, je n'ai pas bien compris. Enfin, j'ai pas trouvé dans le document des éléments dans lesquels on imposerait à des agents, aux élus, des comportements qui relèvent de la vie privée et de la vie publique. C'est l'article 3 sur la dignité et l'exemplarité, c'est des choses un peu larges, c'est pas très concret. Même si on a tous notre idée sur ce que c'est, et c'est écrit que l'obligation s'étend aussi au cadre de la vie privée. Je prends un exemple au hasard, par exemple un agent qui fait la fête de manière un peu extrême, qu'il y a des vidéos aujourd'hui et que les vidéos sortent sur les réseaux sociaux et qu'on a une image après différente de la personne, on peut dire que ça atteint, que ça dégrade l'image de l'agglomération parce qu'on sait qu'il y travaille ou autre. C'est-à-dire, c'est sur ces genres d'abus, je pense que ça peut amener à considérer que dans le cadre de la vie privée, on doit rester digne en fonction de ce que pense l'agglomération. D'accord. Oui, je pense que c'est pas le sens dans lequel on a mal rédigé sur cette partie-là, c'est pas le sens dans surtout le comportement, c'est plutôt au sein de la collectivité, voire, mais c'est repris. D'ailleurs, les exemples
l'exemple qui est repris en dessous, c'est tout un exemple dans le fonctionnement de la collectivité, c'est-à-dire l'utilisation des véhicules de service, un excès de vitesse, enfin, des pratiques. Voilà, c'est pas, le but, c'est pas de toucher la vie privée, au contraire, hein, il ne faut surtout pas qu'on rentre dans des éléments de vie privée. Par contre, il peut y avoir des situations de vie où des agents, dans le cadre de leur vie privée, font des remarques sur l'administration, sur des collègues, sur les réseaux sociaux ou d'autres choses. Et là oui, on appliquera des sanctions. Parce que là, pour le coup, voilà, mais c'est pas dans le cadre de leur vie privée. L'exemplarité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, la définition, les variables selon les personnes. Sur le port du voile et de la kippa, ben c'est la règle, la loi qui s'applique. Hein. Donc là-dessus, on ne peut pas avoir une charte au-dessus des lois. Les signes dans les lieux publics sont interdits, vous le savez. Sont proscrits, bien entendu, dans les lieux publics. Bien, je propose d'adopter la charte. Vous voulez bien, le vote est ouvert. Encore 4 non-votants. Voilà. Une abstention et un vote unanime. Je vous en remercie. Voilà, l'ordre du jour est adopté. Je voudrais aussi signaler dans les informations une nouvelle qui nous a fortement réjouis, en particulier notre vice-président chargé des traditions, Alain Hugues, puisque vous le savez, dans notre territoire, eh bien, pour la première fois, je crois, un taureau, un cocardier, le cocardier Mouiron, de la manade du Ternin, la Candia, de monsieur le maire, a obtenu le Biou d'or. C'était le 50e Biou d'or de l'histoire. Et donc, en tout cas, on remercie et on félicite les frères Andréo, troisième dans le territoire. Et c'est vrai que cette manade, qui est une toute petite manade, hein, confrontée à de grands élevages, a triomphé devant d'autres taureaux. Donc on ne peut que se réjouir d'avoir l'occasion, bien entendu, d'honorer les frères Andréo pour cette magnifique récompense très méritée au vu de leur investissement depuis de tant d'années. J'ai une question diverse concernant les paillotes. Oui. J'aimerais en savoir où en est-on, parce que je sais que vous vous battez pour maintenir l'activité des paillotes. Au conseil régional, c'est la rue de la Pierre, conseil régional de Sète du Rassemblement national, avait déposé une question orale pour demander que faisait la région concernant les paillotes. Le cabinet de la présidente a censuré la question orale. Alors on a l'habitude qu'elle censure nos travaux quand ça la gêne, et donc nous étions étonnés qu'elle soit gênée concernant la question des paillotes, qui est fondamentale sur notre territoire et dans l'Hérault en général. Donc j'aimerais savoir là aussi quelle est la position de la région à ce sujet, parce qu'elle est dans ses compétences. La région et l'agglomération, que fait Carole Delga aussi par rapport à ce sujet, parce que c'est aussi dans ses compétences. Vous êtes conseiller régional aussi. Oui. Et voilà, et nous, où en est-on? J'aimerais un point. Puis informer aussi l'Assemblée que la région, Carole Delga, a censuré au conseil régional une question en ce sens, où on lui demandait quelle était sa position, qu'est-ce qu'elle faisait à ce sujet. Alors, je ne suis pas président de région, monsieur Parmentier, vous le savez, je ne suis pas dans la majorité régionale non plus, vous le savez, donc je ne parlerai pas au nom de la région, je pourrais simplement, en tant que président de l'agglomération et surtout en tant que maire de la Grande Motte et qui suis concerné, comme l'est la commune de Montguiot-Carnon, pas celle de Palavas, puisque la commune de Palavas a des plages urbaines et que les plages urbaines ne sont pas concernées par ce décret qui aujourd'hui remet en cause nos concessions de plage.
J'ai eu l'occasion de le dire en conseil municipal à la Grande Motte et dans la presse. Hein. Aujourd'hui, ces plages privées, ces concessions de plage sont en effet menacées. Et je trouve que c'est grave parce qu'effectivement, elles font aujourd'hui partie non seulement du paysage touristique, mais du paysage économique. Elles apportent des finances aux communes touristiques qui en ont bien besoin parce qu'on a à la charge d'entretenir les plages et d'assurer la sécurité. Elles répondent aussi à un besoin d'une certaine clientèle qui recherche aussi le côté qualitatif qu'apportent ces plages qui aujourd'hui ne sont plus en concurrence avec les restaurants traditionnels. Ce sont des clientèles différentes de celles qui peuvent venir déjeuner sur un port dans une ville balnéaire et aller manger sur une plage. C'est une clientèle spéciale qui vient aussi sur ces plages et qui recherche quelque chose de supplémentaire. Venir manger au bord de l'eau, venir manger les pieds dans le sable, c'est un loisir et un besoin qu'a une certaine clientèle. C'est vrai que ces plages s'adressent à une clientèle qui a un certain niveau, mais le tourisme, c'est justement de proposer une offre diversifiée. Et si demain ces concessions disparaissaient, c'est un pan important de l'économie touristique qui disparaîtrait. Je rappelle une étude qu'avait réalisée la Chambre de commerce à l'époque de Montpellier sur la partie montpelliéraine de ces plages. C'était 150 emplois équivalent temps plein sur l'année, sachant que chacune de ces concessions qui sont, en particulier sur ma commune ou sur les communes de Sète ou d'Agde qui sont aussi concernées, c'est entre 50 et 60 emplois. Hein. C'est le circuit court qui est privilégié. On sait que ces concessions font appel pour le poisson au crier du Gros du Roi ou de Sète, pour les primeurs à nos primeurs locaux, pour le vin, je parle sous le contrôle de Marie Levaux aussi, à nos viticulteurs qui fournissent beaucoup le vin et les fruits et légumes venant de la production locale. Donc c'est toute une économie aussi qui peut être remise en cause. Donc on se mobilise avec les maires concernés. On en a parlé avec Yvon Borrell. L'agglomération va lancer une étude sur le domaine du petit et du grand travers, en accord avec les services de l'État. On a la chance d'avoir un nouveau préfet qui, là-dessus, veut aussi se mobiliser. Il fait respecter, bien entendu, le cadre de la loi, mais on va essayer, avec les services de l'État aujourd'hui, de trouver les solutions qui nous permettront de revoir la classification de ce site pour permettre le maintien de ces activités saisonnières. Je rappelle que pour ceux qui sont encore opposés à ce type de plage, elles sont présentes 6 mois, montage, démontage compris, que lorsqu'elles démontent, eh bien, elles laissent le sol, la plage telle qu'elle l'était, et on contrôle là-dessus. Par le passé, c'était pas souvent respecté, mais elles ont été verbalisées, donc elles laissent en l'état où elles l'ont trouvé la plage. Donc elles assurent un service de bête de mer, c'est-à-dire que les sanitaires qu'elles ont sont au service non seulement de leur clientèle, mais aussi du public sur la plage, ce qu'on ignore souvent. N'importe qui est sur la plage peut aller aux sanitaires de ces espaces de concession de plage. Donc c'est tout un enjeu important, sachant qu'aujourd'hui on peut estimer que ce site qui est classifié comme espace naturel remarquable, il n'y a plus vraiment rien d'espace naturel remarquable au vu de la fréquentation qui est la sienne, au vu de la présence d'une aire de gens de voyage présente qui accueille chaque année de nombreuses caravanes de gens du voyage, d'un parking, des parkings aménagés côté Carnon et d'un parking municipal côté Grande Motte, d'une piste cyclable donc, où il y a une fréquentation très forte. Donc voilà, on va essayer à travers une étude de montrer l'évolution de ce site et de faire entendre l'État pour une révision du classement de ce site de manière à sauver ces espaces qui aujourd'hui ont pris une place dans le paysage touristique et économique, non seulement de notre territoire, mais bien entendu au-delà du département de l'Hérault.
Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le prochain conseil d'agglomération, ce sera le dernier de l'année, où nous adopterons le budget 2022, aura lieu le mercredi 15 décembre, ici même à 18h. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, de bonnes fêtes de la Toussaint, et à très bientôt.